Donc je m'appelle Michel Debru, je suis batteur, musicien, batteur, on va dire de jazz, même si c'est un terme qui a beaucoup évolué depuis de nombreuses années. J'ai aussi différentes casquettes, dans le sens que je m'occupe aussi d'une ASBL d'un collectif qui s'appelle le Collectif du Lion. Et je fais aussi de la pédagogie. J'enseigne principalement le rythme sans instrument, c'est-à-dire voix, clapping, mouvement, et principalement à des danseurs, parce que je donne cours depuis plus de 10 ans, 11 ans, dans une école de danse internationale à Bruxelles qui s'appelle Parts, et dont la directrice est une chorégraphe assez connue qui s'appelle Anne-Theresa de Kersmaker. Voilà, en quelques mots. Je ne suis pas d'origine liégeoise, j'y habite depuis, en tout cas dans la banlieue de Liège depuis 1975 je pense, ou 77. En fait je suis venu à Liège pour la musique, dans le sens que j'étais étudiant, j'ai commencé des études universitaires à Leuven, Louvain, donc j'étais pas à Louvain-la-Neuve, on était les dernières candidatures en sciences économiques, politiques et sociales qui étaient à Leuven. Et donc j'ai arrêté mes études comme ça, un peu de façon péremptoire, après 2 années, où j'ai décidé d'arrêter pour faire de la musique. Et donc j'ai cherché un peu où aller, comment organiser tout ça. J'ai hésité entre plusieurs villes. Et en fait, en Belgique, il y avait Liège, où il y avait le Conservatoire de Liège, qui était à l'époque dirigé par Henri Pousseur, et donc qui ouvrait les portes, comme je dis souvent, les portes du temple, à tout qui voulait faire du jazz, de la musique improvisée, etc. Et donc je suis venu dans un premier temps pour ces raisons-là. Je me suis attaché à la ville, puis j'ai été gérant d'un club de jazz pendant 2 ans, de 80 à 82, je pense, qui s'appelait le Lion sans voile, où là, non seulement on faisait la programmation, mais je jouais tous les mercredis dans la rythmique du Lion, principalement avec Pierre Lizurstrassen d'ailleurs. Et puis après, j'ai eu un gros blues par rapport à Liège quand il y a eu la fermeture du cirque d'hiver, toujours en rupture. Et pendant quelques années, j'ai vraiment hésité à ne pas aller, à pas faire comme la plupart, aller à Bruxelles ou ailleurs. Mais pour des raisons familiales, c'était assez compliqué pour moi de quitter la ville. Et là maintenant, depuis quelques années, il y a quand même un renouveau, je dirais.
Les années 70, c'était musicalement, il n'y avait pas que dans le rock que c'était très riche et très créatif. Le jazz aussi, il y avait beaucoup il y avait un renouveau du jazz, notamment principalement par le mouvement noir américain, mais aussi en Europe. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser au jazz, au lieu de commencer par, je veux dire, des noms comme ça, Duke Ellington ou Armstrong, moi j'ai commencé par écouter Art Ensemble Chicago, ou Sun Ra, ou Archie Shepp, le Archie Shepp de l'époque, et après il est revenu au jazz plus classique. Et donc, très naïvement, j'ai pensé qu'on pouvait faire, enfin c'est vrai d'une certaine manière, qu'on pouvait faire la musique par l'improvisation au départ. Ce que j'ai fait, j'étais plutôt, oui, j'étais à l'aise là-dedans, dans ce concept d'improvisation pure comme ça. Puis petit à petit, notamment avec la rencontre avec Michel Massot et Fabrizio Cassol à travers Trio Bravo, je me suis rendu compte que la musique c'était aussi de la mise en place, du tempo, des thèmes, des standards et tout ça. Et donc j'ai quand même fait une filière jazz assez classique, parce qu'à l'époque il n'y avait pas, les conservatoires n'étaient pas comme maintenant, mais il y avait ce qu'on appelait les séminaires de jazz à Liège. Donc là, j'ai quand même fait ça avec acharnement. Et puis, mais avant ça et en même temps, j'ai toujours été glané à droite et gauche des informations musicales qui étaient plus dans les musiques du monde, je dirais. Maintenant, on dit la world music, ça m'embête un peu ce terme-là, mais à l'époque, on appelait ça plutôt les musiques du monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu aller aux États-Unis, puis j'ai eu une bourse pour aller en Inde, à Cuba et tout. Et donc j'ai pu étudier avec des gens qui venaient aussi bien de Turquie, de Sierra Leone que d'Inde et que de New York. Et donc ça a fait une ouverture musicale qui correspondait bien un peu à ces divers jazz que j'aimais déjà à l'époque, quoi. Il faut dire que dans les années 70, on était dans une époque de naïveté, de rêverie à tous les niveaux. Vous avez compris à quoi je fais allusion aussi. Et j'avais un copain qui était au collège à l'internat avec moi, puis que j'ai retrouvé à l'université, et on s'est dit, on va faire un groupe. Et toi, tu seras... moi, j'étais soi-disant au conga et lui à la batterie. Et lui n'a jamais mené le projet jusqu'au bout, et moi, oui, j'ai arrêté mes études et j'étais trouvé un certain Johnny Perrette, qui était le professeur de Bruno Castellucci à cette époque-là, et qui m'a fait croire qu'il était prof de conga. Et donc j'étais 2 fois chez lui, et il y avait toujours la batterie, et après 2 leçons, il m'a dit « Tu veux pas plutôt faire la batterie ?» Et donc j'ai commencé la batterie avec Johnny Perrette, et j'ai continué, quoi. Mais bon, c'est... mais je tapotais, j'ai toujours tapoté, parce qu'à la maison, je me dis, ma mère aussi, elle tapotait sur la table, et puis oui, il y a ce truc avec le carnaval, quoi.
on est originaire de Binche. Et donc, voilà, c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent déjà, mais j'étais Gilles de Binche quand j'étais petit. Bon, par exemple, mon père, il n'était pas du tout artiste, mais il y a une époque, on se souvient tous, il avait, je sais pas, le pied cassé, soi-disant, au foulé. Attends, il marchait avec une canne et il nous embêtait un peu avec tout ça. Puis on mettait les Gilles de Binche et 2 secondes après, il avait la canne en l'air et il oubliait qu'il avait mal au pied, quoi. Donc, ce qui veut dire que moi, mon rapport à la danse et à la terre, parce que pour moi, la danse est très liée à la terre. Terre, air, mais vraiment, je suis plutôt intéressé par tout ce qui est ancré comme ça, organique dans la terre. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours dansé. Quand j'étais au Lyon sans voile, par exemple, je dansais beaucoup et tout. J'ai toujours aimé ça. Et la pédagogie que j'ai développée, comme elle venait principalement du système syllabique indien, etc., et que c'est une façon magnifique de transmettre le rythme, parce qu'on chante les rythmes, j'ai fait des connexions comme ça aisément entre pédagogie et danse. Quand j'étais en Inde, par exemple, je ne touchais pas les instruments. J'allais chez un professeur, il me chantait les rythmes, comme ça, je les enregistrais toujours avec ce fameux Sony là. Ah non, là à l'époque c'était déjà le mini-disque. Et puis 2 jours plus tard, je retournais chez lui, je devais lui chanter une partie des rythmes qu'il m'avait appris, et si ça allait, il continuait. Donc l'apprentissage par les syllabes, ça a été déterminant. Et quand vous faites chanter des rythmes à des gens, le corps... quand les gens chantent le rythme, le corps l'intègre. Parce que c'est pas mental, c'est pas des chiffres, c'est pas du solfège. Pour moi, la percussion, le rythme, il y a un rapport à une forme de spiritualité, même si je ne suis pas ni pratiquant, ni croyant, mais il y a quand même le rapport à une énergie, qui est parfois même une énergie, quand je donne des cours, je parle avec des guillemets, de l'énergie sexuelle au sens large. C'est que le tambour et la percussion, elle est en lien avec la terre, elle est en lien avec les racines, et elle permet, quand elle est bien jouée, et parfois quand on est même nombreux, quoi, de décoller un peu du plancher des vaches, quoi.
donc moi, comme j'ai commencé très tard, en fait la pédagogie que j'enseigne, elle vient de ma difficulté, qui est toujours une chose très intéressante, c'est que surmonter sa difficulté permet de comprendre des mécanismes. Et donc moi, quand j'étais avec Fabrizio et Michel Massot, et qu'ils me jouaient des rythmes et que je n'arrivais pas à les jouer, je mettais des syllabes que j'avais appris précédemment, et donc je me chantais les rythmes. C'est pour ça qu'à l'époque, on disait Michel Debreu, quand il joue, il compte, ce qui était complètement faux. Je me chantais les phrases. et, et je fais toujours ça. Et donc, dans les ateliers que je donne et tout, que ce soit que je dis des femmes d'affaires ou des hommes d'ouvrage, des gens qui n'ont jamais fait de musique, j'apprends par le système syllabique. Et donc les gens apprennent à chanter des croches, des doubles croches, des triples croches sans le savoir, parce qu'ils chantent vocalement les décompositions. Et donc avec la danse, comme j'ai toujours bien aimé bouger, après autant d'années, travailler avec des chorégraphes et tout, j'ai commencé à pouvoir intégrer du mouvement sans être ni danseur ni chorégraphe. Mais je sais que certaines approches, je peux les faire avec le corps parce que je les ai largement expérimentées. En 80, je revenais de Woodstock, rien à voir avec le festival. Et il y avait une école là-bas qui s'appelait le Creative Music Studio, qui était dirigé par un Allemand d'ailleurs, Karl Berger, vibraphoniste, et où Garrett a donné cours, où plein de gens ont donné cours, plein de gens. C'était une école qui était très fort axée sur le rythme et les musiques du monde, et le rythme à travers les musiques du monde. Donc, comme je disais, on a eu cours avec, on a eu plein d'influences comme ça. Moi, j'étais vraiment très jeune musicien, pas en âge, mais parce que j'ai commencé la musique à 20 ans, mais dans l'apprentissage. Donc j'étais là-bas, j'ai pas toujours compris grand-chose de ce qui était enseigné, parce que c'était déjà un niveau qui était un peu trop avancé pour moi, mais j'enregistrais avec le fameux Walkman Sony de l'époque, là, et donc je me suis accroché. Et donc, quand je suis revenu de là, l'envie était de mettre en musique un peu toutes ces influences musicales, pas uniquement rythmiques, mais que j'avais pu apprendre là. Et donc, les premières personnes, bon, c'est quelqu'un comme Pierre Jacob, le pianiste, Francis Danlois, Jean-Pierre Urbano, tous ces gens qui étaient aussi intéressés par cette approche musicale. Et puis, il y a eu... Très bravo, très vite, parallèlement en même temps. Et là, c'est une époque de grande naïveté, hein, ou de presque, peut-être parfois de grande prétention. Moi, j'écoutais à l'époque un trio qui était... il y avait Arthur Blythe au sax alto, Bob Stewart au tuba, et j'ai oublié le percussionniste. C'était pas un batteur, c'était un percussionniste... avec un nom arabe, j'ai oublié son nom. Et l'idée d'associer un tuba, un sax alto et une percussion, ça m'a vraiment, au niveau du son et tout, vraiment flashé, comme on dit. Et j'ai été trouver Fabrizio et Michel Massot en disant « Est-ce que vous voulez bien faire un trio avec moi ?» Mais j'étais... eux étaient lecteurs à vue, avaient une grande technique de l'instrument et tout. Et donc ça a été une grande expérience parce qu'on a passé des heures, des jours, des semaines, des mois à travailler, à développer un langage à trois comme ça, et c'était une école à beaucoup de niveaux, quoi, sur l'instrumentation, sur les compositions, sur l'improvisation, et puis comme ça a marché quand même assez vite, une école aussi professionnelle d'être sur un peu dans beaucoup de pays, sur des grandes scènes, dans des petits clubs, avec le cirque, avec la danse, on a vraiment embrassé plein de choses qui ne sont pas toujours possibles maintenant. Quand on a arrêté, c'était une époque où c'était les organisateurs qui nous appelaient, quoi. On ne devait plus prendre beaucoup le téléphone, c'était tout à fait... Donc on a arrêté en plein vol, hein. On était très haut là. Période de ma vie qui n'est pas facile, là, parce qu'après vous vous dites, est-ce que
qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais Trio Bravo a été charnière à différents niveaux aussi. Musicalement, c'est une rupture aussi, notamment par rapport à ce qui se faisait en Belgique à l'époque. On était la génération qui venait après tous les boppers et les jazzmen de la scène belge à l'époque. Steve Houben, Racine Foss, Michel R, Richard Rousselet, enfin Guy Cabet, et on venait avec une autre musique, et on a été traité un petit peu de zozo à l'époque, et ce qui est très drôle, c'est que le dernier CD de Trio Bravo ressort maintenant sur un label classique jazz de Igloo. Ça fait un coup, parce que on prend un coup de vieux là, mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, on était vraiment soit pas pris au sérieux, ou les gens adoraient, mais je veux dire, on était toujours traité un peu de free jazz, ce qui était complètement faux, ou d'avant-garde, ce qui était faux aussi, mais et là maintenant, on est dans le classique jazz. La formation bon, il y a toujours Michel et moi. La formation changeait dans l'instrumentation parce qu'il n'y avait plus de sax alto, puisque le Rodor joue ténor et soprano, et surtout il jouait toutes les clarinettes, et c'est presque son premier instrument, la clarinette. Donc il est saxophoniste, mais aussi surtout clarinettiste. Et ça s'est passé assez simplement, dans le sens que quand Fabrizio a décidé d'arrêter le trio Bravo, Michel et moi, on n'avait pas vraiment envie d'arrêter de jouer ensemble. Et puis, comme je disais, vous levez le matin et la carpette s'en va, et vous tombez, vous n'y attendez pas vraiment, même si ça a pris plusieurs mois, hein, cette séparation-là. Michel m'a parlé tout de suite d'un musicien qu'il avait rencontré dans le méga octet, si j'ai bonne mémoire, le Rodor, on l'a appelé, on lui a demandé s'il avait envie de jouer avec nous, il a dit oui immédiatement, il est venu à Liège, j'ai pris sa voiture, on a improvisé pendant 3-4 heures, puis on s'est dit allons-y, et on est reparti. Ça a mis un petit peu de temps, parce qu'aussi, je veux dire, tout ça c'est complexe, il y avait aussi les médias qui n'ont pas tout de suite... Bon, ils étaient un peu, les gens, bien aussi de vous laisser dans une case. Hein. Nous, on était dans la case Trio Bravo, on revenait avec Trio Grande, le public aussi au début se demandait un peu quoi. Puis on a mis aussi un petit temps à trouver une expression qui nous convenait bien. Au départ, il y a eu une structure administrative qui a permis, qui est contraignante, mais qui permet des choses aussi, notamment par rapport aux instances, aux institutions, pour recevoir des subventions, remettre des projets, des dossiers. Le fait d'être en ASBL a facilité beaucoup de choses. Et petit à petit, ce collectif du Lion, il a commencé par différents projets musicaux, ou parfois pluridisciplinaires, ou comme on l'expliquait, de relations avec la danse, ou le théâtre, des choses comme ça. Il a consolidé une certaine forme de reconnaissance. On est de plus en plus aussi sollicité par le travail qu'on a fait depuis autant d'années, par une certaine qualité de produits wallons. Je ne dis pas ça avec humour, enfin je dis ça un peu au second degré, mais si on est reconnu, c'est aussi pour la qualité de nos produits. Et donc on est de plus en plus aussi sollicité pour au niveau réflexion, ou au niveau synergie, etc. Et comme on a pas mal d'énergie et tout, et que donc voilà, il y a eu sur Liège l'éléphant dans la ville, puis Liège Métropole 2010, puis Jazz 04, puis maintenant ce projet
sur un printemps culturel liégeois dans le cadre de la candidature de 2017 Ville Expo. Ça au niveau de Liège, mais aussi au niveau de la communauté française, le Belgian Jazz Meeting, enfin tous ces mouvements-là, le Jazz Together, le collectif est assez présent. Le collectif du Lion, c'est aussi la générosité et l'engagement de tous les musiciens qui composent, qui font passer quand même l'amour d'une certaine musique avant le business, quoi, aussi. Parce que Rêve d'éléphant, même quand on est 7, plus l'ingénieuse du son 8, une fois que vous faites le calcul de ce que chacun gagne, il faut vraiment avoir envie de faire cette musique-là pour répéter, ça c'est quand même... le collectif, c'est aussi la multiplication de tas d'énergie et de désir de partager ce précaré d'une certaine forme de liberté, d'expression, de rapport au public qui est quand même essentiel. Ça rejoint la notion qu'on travaille beaucoup avec les mêmes, qu'on s'adjoint des jeunes qui sont dans ce même désir-là et tout. Et donc il y a une notion quand même politique et sociale dans le collectif du Lion, je trouve, qui est pas prépondérante, mais qui existe, quoi. La notion de collectif, au jour d'aujourd'hui, est une notion très importante, puisqu'on est vraiment dans un discours politique dominant qui prône le contraire, quoi. Rêve d'éléphant, au départ, par exemple, c'est un spectacle de danse que je voulais faire avec une danseuse, Philippa Cardozo, et Michel Massot s'est joint à ce projet. Il y a eu pour la reprise une volonté de faire des nouveaux morceaux, des nouvelles maquettes pour ce spectacle. Et moi j'ai une espèce
c'est pas gourou parce que ça sera assez. J'ai une référence musicale comme ça qui s'appelle Kip Anrahan, qui est un compositeur, percussionniste, pianiste très peu connu ici, mais qui existe depuis, qui vit, qui est performant depuis depuis les années 70. Et souvent, il mêle beaucoup de percussionnistes ensemble, etc. Et tout. Et j'ai écouté énormément cette musique, et j'avais envie de faire un projet de percussion avec plusieurs percussions. Et parallèlement, ça avec les maquettes qu'on a fait pour le spectacle de danse, en écoutant les maquettes et tout, on s'est dit mais c'est la musique d'un groupe potentiel. Ça. Donc il y avait Jean-Yves Évrard qui était venu enregistrer, Pierre Bernard et tout. Et voilà, ça s'est rassemblé. Donc quand le spectacle de danse s'est arrêté, le nom Rêve d'éléphant est resté. Et donc je me suis dit tiens, Rêve d'éléphant orchestra, ça sonne bien. Et il faut dire qu'il y avait, pour ceux qui connaissent un peu tout ça, il y avait un groupe aussi dans cette époque qui s'appelait Elephant Dream de Bob Moses, un batteur, et que j'aimais bien cette musique, et Rêve de l'éléphant orchestra, etc. C'est venu de là. À travers ce titre-là, j'ai commencé à m'intéresser aux éléphants. Et j'ai commencé à lire, et puis je me suis rendu compte que c'était un animal qui est... Enfin, c'était plus qu'un animal, ça peut être de la mythologie, ça peut être de la science, ça peut être le rapport à la transmission, ça peut être le rapport à la religion, c'est plein de choses. La défense des minorités, c'était la défense, c'est le cas de le dire. Donc il y avait un ensemble, et j'ai commencé à vouloir monter un projet comme ça autour des éléphants. Ça s'est pas fait tout de suite, ça a d'abord été proposé à Liège, puis et puis il y a en 2003, il y a les Halles de Scarbeck qui ont proposé à la SBL, au collectif du Lion, de faire un travail dans le cadre du rapport des jeunes et des adolescents avec la création artistique, et donc ils cherchaient une thématique à nous proposer. Puis moi je dis voilà, moi j'ai un thème depuis longtemps en tête, c'est un éléphant dans la ville. Et ça a commencé comme ça, puis Liège, on a fait ça en 2009 à Liège. Et le Scampi, le titre du dernier album, c'est parce que quelqu'un à qui on expliquait toute la thématique de l'éléphant, pourquoi un éléphant dans la ville, et après avoir parlé pendant très longtemps, cette personne m'a dit ah bon, et pourquoi pas un Scampi? Et donc on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas encore si bien expliqué le projet. Et cette phrase, pourquoi pas Scampi, m'est restée toujours. Et il y avait un morceau de Michel Massot qui n'avait pas de titre et qui était assez ludique comme ça, on trouvait que c'était un chouette titre pour ce morceau. Et donc voilà, donc il y a des choses où vraiment il y a des choses qui sont pensées comme l'éléphant, il y a eu vraiment tout un travail. Le Scampi, c'est un peu, c'est du 15e degré. Oui, c'est vrai. Il y en a qui marchent vers la cité de Dieu. Il y en a qui marchent vers la société sans classe. Il y en a qui croient en la fin des temps, des distances, du marché sévère, de la transparence. Or, cependant, qu'ils s'affairent dans les ténèbres, vers un hypothétique au-delà. Le Musard fait exactement le contraire. Dans la lumière, il musarde en deçà. De n'être plus, je n'aurais cru, comme l'enseignait Épicure. Tant que je suis, la mort n'est pas. Quand la mort est, je ne suis plus là. Tout est joli, le Splitté avait un public, il l'a beaucoup moins, parce que
pour différentes raisons. D'abord, tout l'aspect du collectif, il y a un côté très intéressant et on a aussi des faiblesses parce on est une toute petite structure, donc parfois il y a des projets qui prennent beaucoup de place au détriment d'autres et on ne peut pas tout gérer et donc tout est joli, les derniers temps a été un petit peu en retrait. Et aussi, on a fait un premier album qui a eu un succès d'estime. Et le deuxième n'a pas du tout, quasiment pas fonctionné pour différentes raisons, notamment parce qu'on était sur un label, Sound Station, qui s'est arrêté aussi. Et puis, ça paraît peut-être complètement incroyable de raconter ça, mais on a été complètement snobé par les médias, et particulièrement l'RTB. Je n'ai pas de mal à le dire. Parce que vous savez, maintenant, ce n'est plus le présentateur qui fait sa programmation, il y a des responsables de playlist, comme on dit. Et Dominique Raguet, pour ne pas le nommer, a trouvé que c'était vachement trop intellectuel ce qu'on faisait et que ça n'avait pas place sur les ondes de l'RTB. Donc ce disque n'est jamais passé en radio. J'encourage quand même certains curieux à aller écouter ce disque pour voir vraiment qu'est-ce que ça avait de trop intellectuel, d'une part, parce que c'est quand même que des chansons, de la pop song avec guitare, violon, voix, piano, percus, batterie, pas très bien. Et donc ça a été... oui, ça a été très difficile à être diffusé. Et moi, ça me fait rire parce que, par exemple, je suis un fan d'Abdel Malik, moi. Et Abdel Malik, il parle de Deleuze, je crois même qu'il parle de Spinoza, c'est terrible, mais je dirais, il cite des philosophes, etc. Et en France, c'est plutôt bien vu. Mais en Belgique, je ne sais pas, dès qu'on peut-être qu'il faut... Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je vais devenir... je vais citer des noms et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'abord il aime pas les gens, puis il y en a pas tout le temps, et puis ça coûte cher en plus. Oui, il a sa voiture et il en est bien content. La voiture c'est épatant, c'est pas tant par tous les temps. Il est du genre aux âmes, etc. Et c'est un mélange de poésie urbaine, un MC éthiopien hyper, que personne ne connaît, qu'on a découvert avec l'éléphant dans la ville. L'ami Terrien, le poète urbain qui vient de gagner un prix là, des paroles urbaines. Thierry de Villers de Tout est joli avec qui je collabore depuis très très longtemps. Et un texte d'une écrivaine qui s'appelle Christine Aventin qui est lu par une comédienne, Lara Persin. Et donc c'est un CD qui va mélanger la poésie, une forme de hip-hop, de pop song, de littérature. Moi, personnellement, j'ai une certaine notion de fidélité, comme ça, dans les rapports musicaux et autres. Je trouve que c'est bien de passer beaucoup de temps avec quelqu'un pour aller quelque part.
Donc on est issu d'une école liégeoise, il y a un terroir, il y a une école, il y a une patte de cette musique-là. D'ailleurs, même quand vous parlez aux jeunes musiciens maintenant, de Gand, de Bruges et tout, ils ont entendu parler de cette école liégeoise-là. Et donc ça a créé des liens, ça a créé, à force de jouer ensemble pendant des années, ça crée aussi des mécanismes qui parfois peuvent, comme dans toutes les longues histoires, parfois être un peu sclérosants, mais aussi qui permettent aussi parfois de gagner énormément de temps, parce qu'on sait tout de suite de quoi on parle, comment on peut travailler, ce qui est bien de faire ou pas. Enfin, les choses, on a déjà expérimenté tellement de choses qu'on gagne beaucoup de temps par rapport à tout ça. On sait. Voilà, donc il y a déjà ça. Le fait aussi qu'on a toujours choisi les gens plus pour leur personnalité que pour leur instrument. Par exemple, Rêve d'Elf Orchestra, c'est une instrumentation impossible sur le papier. Flûte, trompette, tuba, trombone, c'est très compliqué au niveau des tessitures, etc. Tout. Mais c'était pas flûte, tuba, trompette, c'était Pierre Bernal, Laurent Blondiot, Michel Massot. Il y a ça aussi. La plupart des groupes, c'est quand même moi qui les ai portés, donc forcément les choix, souvent beaucoup avec Michel Massot, on discutait beaucoup, mais je veux dire, j'ai quand même souvent initié des choix. Et puis en même temps, ce que je disais, moi j'aime bien d'être confronté à des jeunes gars, jeunes filles dans le jazz, il n'y en a pas beaucoup, mais qui pourraient être, qui la plupart pourraient être mes fils, quand je vois les écarts. Par exemple, quand j'ai passé plus de 15 ans avec Tous dehors en France, un big band, là, il y avait des gars de 22, 23 ans, etc. Maintenant, le groupe, par exemple, avec le MC éthiopien, là, Olivier, Clément, toute cette nouvelle génération d'altistes, là, ils ont, je crois qu'ils n'ont pas 25 ans, quoi. Mais ça me plaît aussi, ça, d'être stimulé, et en même temps il y a la transmission, il y a voilà, on peut échanger des choses et oui, j'aime bien ça, d'être parfois bousculé ou oui, ça bouscule aussi de jouer avec des gens qui ont 20 ou 30 ans moins que vous. Ça oblige à continuer à travailler. Ben, on aime bien, enfin, je sais pas, de traverser une vie musicale, artistique, mais aussi qu'il ne soit pas uniquement juste la préoccupation du cachet ou de la note ou de la reconnaissance, mais aussi de ce qu'on peut faire avancer et transmettre, quoi.